Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement et qui est aussi député de Deux-Montagnes, donc candidat dans Deux-Montagnes pour la coalition Avenir Québec. Bonjour Benoît. Un plaisir, merci de l'invitation. On va faire la même procédure qu'on a fait avec les autres représentants des autres partis. On a une série de questions qu'on a envoyées à tous les candidats de tous les partis et puis on leur demande de répondre. Tu as déjà reçu les questions, tu as eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Fait qu'on va y aller en rafale. Puis si jamais tu veux ajouter des précisions, amener des commentaires, sens-toi bien à l'aise. OK? C'est gentil. Parfait. Donc, est-ce que votre parti est favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques légers neufs? Oui, et on l'a réitéré d'ailleurs pour les prochaines années. Et le Québec est encore en Amérique du Nord, la juridiction avec justement les subventions les plus avantageuses. Et je suis convaincu que ça demeure un incitatif qui est nécessaire à ce moment-ci pour favoriser la transition. OK. Êtes-vous favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques légers d'occasion? Oui, et ça aussi, est toujours disponible et on entend le maintenir là, pour les prochaines années. Et là aussi, ça permet au Québec de se démarquer parce que certaines juridictions n'offrent pas cette possibilité alors qu'ils l'offrent pour les véhicules neufs. Donc, une autre façon d'assumer le leadership. Et encore une fois, convaincu que ça aide à assurer une transition plus rapide vers l'électrification des transports. Êtes-vous favorable à l'ajout d'un incitatif à l'achat complémentaire aux ménages à revenus faibles et modestes, aux individus, dans le fond, comme on voit en Californie? C'est quelque chose qu'on a étudié. Actuellement, ça ne fait pas partie de nos plans. En même temps, le plan de mise en œuvre est mis à jour année après année. Donc, peut-être qu'éventuellement, ce sera une modification apportée, mais actuellement, ce n'est pas le cas et ce n'est pas prévu non plus à court terme. On pense qu'on a d'autres mesures là, qui sont en mesure justement de venir en aide aux ménages à plus faible revenu. Donc, ce n'est pas dans les cartons ou dans le programme actuellement. OK. Pour les entreprises de taxi, d'autopartage, de covoiturage ou de transport sur demande, êtes-vous favorable à un rabais spécifique pour véhicules électriques? En fait, il y a déjà des aides spécifiques. Si on regarde le plan de mise en œuvre qu'on a dévoilé en avril dernier, oui, avril, si ma mémoire est exacte, qui couvre la période 2022-2027, il y a déjà des mesures là, qui s'appliquent à ce secteur-là, aussi pour la mobilité partagée. Et encore une fois, nous, c'est une démarche qui est mise à jour à chaque année. Donc, oui, c'est déjà le cas. Et on regarde avec nos partenaires au ministère des Transports voir comment bonifier cette offre-là. Donc, il est possible qu'il y ait encore davantage de mesures de proposer là, au cours des prochaines années. On pourrait s'en parler de ça. Avec Euh, plaisir. Êtes-vous favorable à l'adoption d'un système de redevance remise, ce qu'on appelle un bonus-malus fiscalement neutre pour les véhicules plus polluants, à l'utilisation de revenus générés pour financer les rabais de VE? C'est pas quelque chose qui est dans les cartons de notre côté et on le joue à visière levée. On pense qu'on est encore, d'une part, la juridiction avec les taxes et les impôts les plus élevés. Et ce serait d'autant plus pénalisant à ce moment-ci, à notre sens, que l'offre est malheureusement encore insuffisante et la rapidité pour obtenir un véhicule électrique est encore trop longue au goût de plusieurs acheteurs potentiels. Donc, on les pénaliserait alors que l'offre ne répond pas à leurs besoins. Donc, c'est non de notre côté là, de façon pleinement assumée. OK. Êtes-vous favorable à un programme de rabais à l'achat de véhicules hors route, motoneige, motomarine, bateau, VTT, etc.? C'est aussi quelque chose qu'on a envisagé lors de la dernière mise à jour et qu'on a fini par écarter pour le moment, tout le moins. On veut réellement se concentrer sur les véhicules avec les plus fortes émissions, donc le transport routier. Mais c'est quelque chose qui était à l'étude et qui le sera, pardon, j'imagine, année après année au moment de la mise à jour des programmes. Mais pour l'instant, là, ce n'est pas dans nos intentions. OK. Êtes-vous favorable au financement de campagnes de sensibilisation et d'éducation aux citoyens, Oui, ainsi, et j'insiste, au programme de formation pour les entreprises et employés? Parce que, écoute, petite parenthèse,
Parce qu'on voit qu'il y a un enjeu au niveau de la formation des employés, que ce soit chez les concessionnaires par rapport à la vente de véhicules électriques, parce qu'on sent qu'il y a vraiment il y a une lacune de ce côté-là. Est-ce que vous êtes favorable de ce programme? Tout à fait, tout à fait. On a déjà commencé des campagnes de sensibilisation grand public à travers différents médias d'ailleurs. Et pour ce qui est de la formation, à tout le moins, d'attirer la main-d'œuvre vers ces nouvelles réalités, il y a aussi des mesures. Si on regarde, je me réfère cette fois-ci au PEV, au Plan pour une économie verte, il y a des budgets qui ont été consacrés pour justement faciliter la préparation de la main-d'œuvre au niveau de l'électrification des transports. Donc, il y a des études qui se font maintenant qui sont, pour ainsi dire, presque complétées pour déterminer quels seront les besoins, voir comment les combler et comment faire la promotion de ces formations-là par la suite. Donc, oui, dans les deux cas, autant au niveau grand public qu'au niveau d'un public plus ciblé. Et même, vous avez lancé, si je ne m'abuse, un programme de formation pour les employés municipaux. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est des démarches là, qui sont réellement en cours d'élaboration, sinon de réalisation. Et le milieu municipal est très interpellé à ce niveau-là. Puis on pourrait parler aussi de la formation qu'on facilite pour les sociétés de transport, notamment, qui auront des obligations très strictes au niveau de l'électrification de leur flotte. Bref, oui, c'est un incontournable à ce moment-ci de notre transition. OK. Êtes-vous favorable à des incitatifs à l'achat pour véhicules moyens et lourds? Oui, d'ailleurs, on a, lors de la dernière mise à jour du plan de mise en œuvre, renforcé le programme éco-camionnage. Et franchement, au Québec, on est favorisé. Non seulement le programme éco-camionnage a été renforcé au niveau de ses budgets, mais il peut être complété par une initiative fédérale. Oui. Donc, les entreprises québécoises là, peuvent, un petit peu comme les voitures passagers, bénéficier d'une subvention et québécoise et fédérale, ce qui fait du marché québécois sans doute le marché le plus avantagé là, au Canada sur ces possibilités-là. OK. Êtes-vous favorable à offrir un financement prévisible et à long terme aux municipalités, organismes de transport en commun et exploitants d'autobus scolaires pour la conversion de leur parc vers l'électrique et l'infrastructure? Oui, et d'ailleurs, le premier ministre François Legault était à la COP à Glasgow il y a quelques mois maintenant et c'est sans doute le principal engagement qu'il a pris. On parle d'un cadre financier sur 5 ans, on parle de 5 milliards de dollars pour justement favoriser l'électrification des autobus urbains. Mais qui dit acquisition d'autobus urbains, c'est aussi adaptation de leurs installations, donc la transformation des garages. Donc oui, c'est aussi nécessaire et c'est un programme là, qui commence déjà à porter fruit. On a aussi à travers EcoBus, le programme lui-même, des capacités là, de financement direct. Donc, c'est un appui, là, ma foi, majeur là, avec les 5 milliards là, qui ont déjà été budgétés en conséquence. Là, cette question-là m'interpelle particulièrement parce que, Benoît, pour que tu saches, j'étais en Norvège en juin 2022 où j'ai vu que sur les 825 traversiers de la Norvège, il y en avait 400 qui étaient électriques. Et puis, donc, je me suis dit, je pense qu'on aurait là une opportunité en or de créer une industrie de l'électrification des traversiers québécoises. Donc, ce qui mène ma question, êtes-vous favorable à l'électrification des traversiers du Québec? Oui, d'ailleurs, ma collègue Chantal Rouleau a réitéré et mis de l'avant et renforcé le programme en efficacité là, du transport maritime pour justement favoriser là, la décarbonation là, de ces secteurs-là. Je dois t'avouer que c'est un domaine, pour le moment, tout le moins, qui avance, oui, mais relativement et sans doute trop timidement dans la voie de l'électrification. Donc, on va espérer que ces incitatifs-là puissent accélérer le pas, d'une part, quitte à renforcer la réglementation au besoin. Mais je dirais là, à ce moment-ci, c'est des débuts timides malgré la possibilité, la disponibilité de subventions là, drôlement intéressantes là, pour les acteurs de ce secteur-là. Mais c'est un des domaines
avec le transport lourd ou le longue distance pour lesquels on devra faire des avancées plus significatives là, au cours des prochaines années. OK. Êtes-vous favorable à un programme, un règlement visant la réutilisation et le recyclage des composantes de véhicules électriques, dont les batteries? Oui, d'ailleurs, on a eu l'occasion de se parler à ce sujet-là à quelques reprises. On a déposé l'année dernière une première mouture de règlement et on a convenu là, avec les acteurs de l'industrie, avec les spécialistes dont tu fais partie, que la version, à tout le moins la formule qui était proposée n'était pas optimale. Donc, c'est un volet qui a été retiré à ce moment-ci, mais avec la ferme conviction de revenir avec quelque chose là, très, très rapidement si la coalition devrait être élue de nouveau pour aller de l'avant. C'est un incontournable, on le sait. Absolument. Donc, on compose actuellement avec un petit peu un petit peu moins de 150 000 véhicules électriques sur nos routes. Et c'est un chiffre qui va aller en croissance exponentielle. Donc, il faut déjà anticiper la gestion de toutes ces batteries-là. Donc, première mouture de règlement imparfaite. Et on reviendra assurément là, dans la mesure d'un résultat heureux pour nous le 3 octobre avec quelque chose là, qui soit aussi costaud, avec les mêmes objectifs, mais surtout plus collé sur la réalité là, de l'industrie. Parfait. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un programme de rabais pour l'acquisition de véhicules zéro émission convertis pour les véhicules légers, moyens et lourds? Non, effectivement, on peut appeler communément là, le rétrofit, le Ouais. programme éco-camionnage auquel je faisais allusion un petit peu plus tôt, offre cette possibilité-là. Encore une fois, c'est un marché qui peut être qualifié de niche pour certains, mais c'est important que l'offre soit là pour être sûr qu'on puisse la présenter, pour être sûr qu'on puisse convaincre certains types d'utilisateurs de la pertinence pour leur propre quotidien là, de ces mesures-là. Donc oui, pleinement favorable. Oui, et on a des compagnies québécoises là, comme Ecotune qui a été achetée par Girardin, puis il y a Ngenex à Trois-Rivières qui font de la conversion. Moi, je pense que ça vaut la peine d'appuyer de telles initiatives faites par de telles entreprises. Tout à fait, tout à fait. Êtes-vous favorable à l'investissement dans le déploiement d'infrastructures publiques de recharge pour les BRCC et pour les bornes de niveau 2? Oui, c'est fondamental. En fait, c'est la clé ou à tout le moins un des éléments de succès. On aurait beau avoir les meilleurs incitatifs et les meilleurs programmes pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Si on n'a pas le réseau de bornes adéquat pour répondre à la demande, on se tirerait dans le pied. Donc oui, et à chaque budget et à chaque mise en œuvre du plan pour une économie verte, on est venu renforcer ces mesures-là. Donc, des subventions qui peuvent être très, très intéressantes et avec un échéancier aussi sur le nombre de ces bornes-là, autant rapide que les standards. Donc, on a déjà le parc de bornes le plus étendu au Canada, mais il faut accélérer encore davantage là, cette cadence-là. Ben justement, ma question suivante, c'est comptez-vous fixer des objectifs d'installation? Dans le fond, votre réponse, c'est oui, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil, Benoît, au rapport de ICCT qui a été fait pour Hydro-Québec il y a quelques mois, qui parlait d'objectifs quand même ambitieux. On parlait de multiplier par 3, 5, 10 le nombre de bornes de recharge publiques dans les prochaines années. Euh, Est-ce que vous voulez vous coller sur des objectifs liés au rapport d'ICCT? Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà dit publiquement, sinon je peux confirmer là, qu'on déposera sous peu, on y travaille, une stratégie spécifique sur la recharge des véhicules. Donc déjà, on a précisé des objectifs en termes de nombre, des objectifs qui sont appuyés par les budgets là, qui sont déjà adoptés, là, avec des crédits déjà adoptés pour ce qui est de la dernière année, mais qui ont été confirmés pour les années à venir aussi. Donc, c'est une stratégie qu'on pourra, je pense, dévoiler là, dans les prochains mois, mais il faut anticiper cette Ouais. croissance-là du réseau de bornes pour répondre aux besoins. Puis, je dois t'avouer, un de mes soucis, puis on le voit ces jours-ci ou ces semaines-ci à Montréal, mais ce sera le cas dans toutes les villes. Faut avoir, ce n'est pas toutes les personnes qui ont leur entrée avec une Ouais. capacité de recharge à la maison. On en aura de plus en plus besoin sur rue.
Oui, Ça prend de la place et comme n'importe quelle voie, elle doit être partagée. Il faut anticiper un petit peu ce partage-là. À Montréal, ces derniers jours, il y avait un enjeu là, avec une piste cyclable notamment. Donc, oui. ça faut, oui, élargir le réseau, mais il faut déjà penser à comment concilier les besoins du réseau pour les rendre accessibles sur rue également, là, ces bornes de recharge-là. Effectivement. Êtes-vous favorable au rabais pour l'achat de bornes de recharge pour véhicules électriques pour les résidences ou les commerces existants? Oui, en fait, c'est déjà admissible Oui. dans le PMO là, qu'on a présenté, là, pas l'automne, mais le printemps dernier. Il y a déjà des aides là, qui sont possibles. Encore une fois, il faut que la recharge soit facilitée. Oui, on a beaucoup développé le réseau à travers les autoroutes notamment. Là, maintenant, il faut développer davantage sur rue, il faut développer davantage sur les commerces. On offre déjà la possibilité de financement là, à ce niveau-là. OK. Êtes-vous favorable à l'adoption ou à l'ajout d'exigences de recharge pour les VE au cas de construction? C'est un stationnement prêt pour les VE, comprend l'infrastructure électrique de base nécessaire à l'installation d'une borne de recharge. Ça aussi, c'est la clé. On a en tête naturellement les bâtiments qui sont déjà construits, mais il faut anticiper la suite et il faut favoriser justement dès la construction, dès la conception d'un bâtiment qu'ils intègrent ces dispositions électriques-là. Donc, c'est déjà le cas pour les logements les bâtiments de 4 logements et moins. Oui. Et on travaille avec le MAMACH, notamment le ministère des Affaires municipales, pour les logements de 5 logements et plus. Donc, on a pu déjà l'intégrer pour les plus petits édifices résidentiels, mais là, il faut l'étendre aux 5 logements et plus également. Donc, on y travaille, mais ça fait partie de la clé là, pour une transition réussie. Écoute, je ne sais pas si, parce que ma prochaine question, c'est êtes-vous favorable à l'adoption de mesures, amendements législatifs et réglementaires, politiques visant à favoriser l'aménagement de l'infrastructure pour permettre l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels multilogements comme des condos, des appartements? Puis là, je ne sais pas si tu as vu passer ça, Benoît. Euh, la ville de Laval a adopté un nouveau code d'urbanisme qui exige que les nouveaux immeubles multilogements soient entièrement prêts pour l'arrivée de véhicules électriques. C'est Donc, intéressant. La ville de Laval fait preuve de leadership aussi à d'autres égards, que ce soit au niveau des vélos électriques et autres. Donc, c'est un beau modèle, effectivement. On n'a rien de prêt à ce moment-ci, en toute honnêteté, toute transparence, mais je le mentionnais tout à l'heure, c'est des éléments qui sont travaillés notamment avec le MAMACH. Donc, on espère pouvoir arriver avec une formule précise à ce niveau-là, mais l'intention, elle est clairement là, positive. OK. Êtes-vous favorable à l'utilisation de terrains gouvernementaux, de bâtiments gouvernementaux, ou plus spécifiquement de stationnements gouvernementaux, pour créer des lieux publics de recharge, notamment dans les zones urbaines à forte densité? Oui, ça aussi, d'ailleurs, on l'a mentionné aux municipalités. Si elles souhaitent et si elles convoitent ou si elles voient un potentiel sur un terrain en particulier là, qui relève du gouvernement du Québec, de nous le laisser savoir. Donc, c'est une offre qui est sur la table et on sera là pour faciliter justement la réalisation de projets de cette nature-là. Parfait. Ça, c'est un dossier, je pense, qui devrait être interpellé particulièrement parce que si je ne m'abuse, Benoît, il y a plusieurs résidences dans ta circonscription qui ont 40 ans et plus. Oui. Donc, est-ce que vous êtes favorable à l'inclusion dans un programme des coûts de mise à niveau des panneaux électriques pour l'installation de bornes de recharge dans les programmes, par exemple, d'amélioration d'efficacité énergétique? La réponse est oui. Et d'ailleurs, je pense que l'approche gouvernementale là, de la mise à jour annuelle des plans de mise en œuvre est une bonne façon là, de s'assurer qu'on ne perde pas des années avant de revoir ou de bonifier Mhm. l'offre de programme. Moi, ce que j'ai dit en avril dernier, je vais le répéter, c'est-à-dire, c'est prétentieux, le prochain ou la prochaine ministre de l'Environnement, j'espère bien, va le réitérer en avril prochain.
On veut des offres. On veut que les partenaires nous proposent des mesures qui peuvent être intégrées au plan de mise en œuvre suivant. Donc, moi, ce que je vais inviter, en fait, je vais le dire, je vais le formuler autrement, je vais inviter mon prochain ou ma prochaine collègue à l'environnement en janvier de faire un petit peu l'appel que moi j'ai fait, c'est-à-dire interpeller les groupes comme votre organisation en début d'année, de sorte que lors du plan de mise en œuvre, le PMO 3, donc en avril prochain, on puisse intégrer de nouvelles mesures. Et ça, c'est pour moi une mesure là, qui me semble très concrète, facile d'application, avec des résultats sans doute tangibles aussi. Donc, chaque année, chaque début d'année devrait être l'occasion de relancer l'ensemble des partenaires parce qu'on le sait, nous, on a le bonheur d'être, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, financé par le marché du carbone. Ouais. Le coût de la tonne monte de façon relativement rapide. Donc, c'est des budgets qui risquent d'augmenter d'année en année. Donc, c'est pour ça que le PMO 2 a été bonifié d'1 milliard de dollars par rapport au PMO 1. Et il faut espérer et penser qu'on aura encore davantage de moyens l'année prochaine et qu'on pourra introduire de nouvelles mesures de cette nature-là. Parfait. Êtes-vous favorable à une stratégie québécoise intégrée d'électrification des transports? Oui, je le mentionnais tout à l'heure. On parle d'une stratégie là, qui sera propre à l'électrification, mais c'est déjà le cas pour ce qui est d'une stratégie intégrée. Si on regarde le plan pour une économie verte, là, j'y reviens, si on l'a présenté en novembre 2020, donc ça va faire 2 ans là, dans quelques semaines. On a une section complète sur l'électrification des transports. On parle beaucoup des véhicules passagers. On a parlé un petit peu d'éco-camionnage tout à l'heure, donc une offre aussi pour le camionnage. On parle d'une norme VZE qui est en préparation pour le transport lourd. On parle, bref, d'une série de mesures là, qui, pour nous, constitue une stratégie globale d'électrification. Donc, c'est incontournable lorsqu'on sait notamment là, que nos émissions dans le domaine du transport représentent essentiellement tout près de 45 de nos émissions totales. Donc, un incontournable si on veut atteindre nos cibles en matière de réduction de GES. Effectivement. Êtes-vous favorable au renforcement de la norme VZE du Québec de façon à accélérer la courbe d'adoption et assurer l'atteinte de la cible de 100 de vente au plus tard en 2035? Oui, d'ailleurs, dans les derniers mois, on a présenté un projet de règlement bonifié qui devrait être adopté, souhaitons-le, très, très rapidement là, dans l'éventualité d'une réélection. Et dans cette réglementation bonifiée, on se donne des objectifs, 25 de vente de véhicules électriques pour 2025, essentiellement 75 pour 2030 et naturellement 100 en 2035 qui, de par la loi maintenant, vient officialiser là, la fin de la vente de véhicules à essence. Donc oui, tout à fait, c'est quelque chose là, qui est aussi incontournable. Là, Et pour que les choses soient précises, quand tu parles de 25 en 2025, tu ne parles pas de crédit, tu parles de vente de véhicules. oui, il faut que les véhicules vendus soient 25 électriques. Et naturellement, je ne vais pas hésiter dans le détail, mais on a revu à travers ce projet de règlement-là les crédits accordés aux véhicules qui seront vendus. Donc, on est venu diminuer sensiblement, par exemple, les crédits accordés pour la vente de véhicules hybrides branchables. On veut réellement passer à la vitesse grand V, passer idéalement au niveau des véhicules 100 électriques. Donc, dorénavant, avec l'adoption de ce règlement-là, il y aura toujours un crédit, mais diminué de moitié pour des véhicules électriques hybrides branchables et un crédit complet là, pour le véhicule qui est 100 électrique. Donc, ça fait partie de la réglementation. Et un autre élément qui, pour moi, est important, augmenter sensiblement les pénalités pour les constructeurs qui ne se conformeraient pas
à ces pourcentages-là établis. Donc, on sait qu'il y a des compagnies qui ont démontré un certain intérêt, pour ne pas dire un certain leadership, pour mettre de plus en plus de modèles Mhm. sur le marché, mais en même temps, on est Et, très conscient. et des modèles abordables. Oui, exactement. Et je veux pas les nommer aujourd'hui, mais on sait aussi qu'on a des constructeurs qui sont très, très, très en retard Mhm. sur leur offre de Effectivement. véhicules électriques. Donc, eux, s'ils n'ajustent pas leur pratique et leur offre, seront largement pénalisés là, par les Ouais. sommes là, qui sont en cause pour non-respect des crédits à atteindre. OK. Êtes-vous favorable à l'adoption d'une norme VZA pour les camions et les autobus exigeant la vente de 100 de vente de véhicules électriques au plus tard en 2040? Oui, en fait, c'est probablement la prochaine grosse étape. On a une norme BZA qui est assez costaude au Québec, mais qui touche les véhicules passagers, je les appelle ainsi là, pour les fins de Ouais. discussion. Mais pour ce qui est des classes de camions plus grandes, que ce soit pour le transport lourd, que ce soit pour le transport interurbain, même urbain, c'est la présentation d'une norme VZE. Il y a des travaux et je participe personnellement avec d'autres États américains, notamment ceux du nord-est des États-Unis, la Californie aussi. On espère arriver à une forme de marché, l'expression est peut-être forte un petit peu, là, mais de marché commun pour être sûr d'avoir l'approvisionnement nécessaire là, pour ces Mhm. véhicules-là. Mais oui, clairement, c'est une des prochaines étapes qu'un prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec s'il est réélu, là, qui serait confirmé. Là, en fait, je dis nécessairement, mais c'est un incontournable. Êtes-vous favorable à un plan plus particulier pour aider les communautés rurales nordiques, inuits et des Premières Nations à passer au transport électrique? Actuellement, ce sont des communautés qui ont accès aux mêmes programmes là, qui ont été présentés à travers le PEV et les deux PMO. Il n'y a pas de mesures spécifiques là, à des communautés plus éloignées, mais je réitère l'offre. Nous, à chaque fois qu'on a Mhm. l'occasion de mettre à jour nos programmes, si on avait la démonstration de la nécessité d'une mesure là, spécifiquement dessinée pour ces Mhm. communautés-là. Moi, très, très ouvert à les regarder, mais ce n'est pas le cas actuellement, compte tenu qu'elles ont accès là, au même programme que toutes les autres régions du Québec. OK. Êtes-vous favorable à un programme de mise à la casse pour retirer les véhicules à essence ou diesel et soutenir financièrement leur remplacement par d'autres options de transport plus propres telles que transport collectif, transport actif, autopartage, covoiturage, etc.? Actuellement, ce n'est pas dans les cartons, ce n'était pas dans le PMO 1, ce ne l'était pas non plus dans le PMO 2. Je ne dis pas que ça ne le sera jamais. Nous, en fait, moi, comme ministre de l'Environnement, mon souci pour les deux premiers PMO, c'était de mettre en place les mesures qui avaient la plus grande retombée possible. Le bénéfice en termes de réduction de GES ou encore le bénéfice au niveau d'une transition plus rapide de certaines pratiques. Donc, ce n'est pas une mesure qui a été retenue jusqu'à maintenant. Encore une fois, si on devait nous convaincre de la portée réelle d'une mesure comme ça, on pourra l'étudier, mais actuellement, là, ça n'a pas été retenu comme proposition. OK. Comptez-vous soutenir et attirer les entreprises et investissements liés aux véhicules électriques au Québec? En fait, c'est le dada de plusieurs de mes collègues et sans doute du premier ministre lui-même. On a beaucoup, beaucoup parlé de la filière batterie. Moi, honnêtement, ce n'est pas un dossier là, qui est directement sous ma responsabilité, mais ça demeure un dossier que je trouve emballant. Quand je regarde tout ce qui est en train de se développer dans le parc industriel portuaire, devrais-je dire, de Bécancour, là, il y a réellement quelque chose là, il y a une effervescence qui est assez intéressante. D'ailleurs, j'étais sur le côté de Bécancour il y a quelques jours tout juste et les terrains. Moi, en fait, le parc de Bécancour, c'est probablement comment dirais-je, le parc industriel qui, pendant des années, pour ne pas dire des décennies, a été le plus sous-estimé, Oui, malgré effectivement. la possibilité d'un port en eau profonde et tout ça. Bref, il avait tous les avantages, mais pendant des années, ça stagnait.
Et Et il y a c'est vaste en plus. oui, très, très, très vaste. Et là, on me dit que on est sans doute à la veille d'une pénurie de terrains disponibles à tel point que ça se dispute ces terrains-là. Puis avec une filière très, très, très dédiée à la conception de batteries. Donc, c'est formidable, c'est formidable. Et oui, c'est réellement une priorité là, pour le premier ministre lui-même, pour mon collègue à l'économie, mon collègue aux finances aussi. Et ça, c'est sans compter toute la stratégie qui a été présentée. Ça date de peut-être une année. On l'avait présenté avec mon collègue au MERN, Pierre Fitzgibbon était là, Nadine Giraud était là pour les relations internationales, tout ce qui est volet minéraux critiques. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence. Bref, il y a un leadership qui se dessine avec l'appui entier là, du gouvernement du Québec. Comptez-vous concentrer des investissements en R&D sur la technologie stratégique des véhicules électriques? Oui, ben, en fait, tout ce que j'ai dit à la Oui, question c'est ça, oui. précédente fait partie un petit peu des éléments de réponse. Il y a non seulement beaucoup d'appui au niveau de la recherche et développement, mais même on ne veut pas s'arrêter là, là. Donc, une entreprise qui veut de l'aide au niveau de sa recherche et développement, elle est non seulement appuyée, mais elle le sera tout au long de son parcours jusqu'à la réalisation et la mise en œuvre du projet par la suite. Donc oui, il y a plusieurs possibilités d'appui à ce niveau-là. Ce qui nous amène à un autre défi. Parlons de main-d'œuvre. Parce qu'on sait tous, on est face à des pénuries de main-d'œuvre dans à peu près tous les secteurs, un peu partout dans le monde ces temps-ci. Est-ce que vous êtes favorable à l'accélération de la formation de techniciens d'entretien spécialisés dans les véhicules électriques? Oui, ben, en fait, je le mentionnais dans l'une des premières questions, Oui, dans le effectivement. PMO, mais également dans le plan pour une économie verte. C'est le premier secteur qui a été identifié. On a potentiellement identifié le deuxième, ce qui serait confirmé dans les prochains mois, mais c'est le premier secteur qui a été clairement identifié. Il y a d'ailleurs des budgets qui ont été prévus à ce niveau-là pour identifier les besoins de main-d'œuvre spécifiques à l'électrification des transports, développer les formations en conséquence, faire la promotion de ces emplois-là. Donc, c'est déjà en marche et c'est aussi nécessaire. Et moi, je regardais, je suis allé, puis on était ensemble une fois, d'ailleurs, il y a peut-être un an ou deux, le temps, la notion du temps m'échappe, mais chez Avec la Lyon, COVID, oui. avec la COVID en plus, mais chez Lyon, puis les dirigeants de l'entreprise nous disaient, ils sentent, parce qu'on ne parle pas de mécanique traditionnelle, et ils sentent un regain d'intérêt pour les plus jeunes Oui. d'aller vers ces métiers-là. Parce que oui, il y a de la mécanique, oui, c'est de la mobilité, oui, on travaille potentiellement dans un garage, mais pour une industrie qui est appelée à se transformer radicalement, qui est appelée à devenir de plus en plus consensuelle. Donc, M. Bédard, pour ne pas le nommer, me disait il sent ça un intérêt nouveau pour ces Mm. emplois-là. Et nous, on veut simplement répondre à la demande et s'assurer que cette demande-là des entreprises qui travaillent dans le secteur soit comblée. Donc, c'est déjà le cas avec des appuis financiers là, bien, bien ciblés. Dans le fond, ça répond d'une certaine manière à la question suivante, à savoir si vous êtes favorable au programme de requalification et d'aide aux travailleurs. Parce que oui, pour les gens qui sortent d'école, mais aussi pour des gens qui viennent de domaines qui sont en déclin. Tout à fait, tout à fait. Ça, je suis aussi impliqué dans des travaux, là, dans notre jargon, on parle de transition juste, justement aider à requalifier des travailleurs, des travailleuses qui sont tu ne pouvais pas mieux le dire, dans des secteurs en déclin, soit en déclin naturellement ou en déclin que l'on va forcer. Je donne un exemple. On Ouais. a adopté il y a quelques mois tout juste une réglementation qui va interdire, par exemple, l'usage de mazout dans de nouveaux bâtiments. Du coup, l'industrie du mazout est C'est appelée, ça. c'est un exemple parmi tant d'autres, à décliner au fil des années. Mhm. On veut que ces gens-là qui travaillent puissent se trouver un autre gagne-pain qui soit tout aussi valorisant, tout aussi intéressant. Donc, c'est l'esprit de transition juste. Et oui,
faciliter là, le transfert d'emploi et de formation vers l'industrie là, des véhicules électriques Et c'est des emplois plus propres. Écoute, aussi. petite anecdote, Benoît, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé pour une compagnie de livraison de mazout. OK, OK, good. Puis je sais que c'était des emplois où tu te salissais passablement. Oui, non, tout à fait. Mais là, c'est plus théorique. On a adopté la réglementation. Ça, c'est le genre de nouvelle qui fait rarement la une, mais c'est une réglementation qui va forcer une requalification là, de Mhm. gens qui travaillent actuellement dans cette industrie-là. Donc, oui, c'est une autre étape obligée. OK. Euh, Êtes-vous favorable à l'électrification des parcs de véhicules gouvernementaux et de ces sociétés par le remplacement progressif du parc de véhicules, ainsi qu'à l'ajout systématique d'infrastructures de recharge couplées à ce parc? Et ça, c'est moi spécifiquement qui ai rajouté ça parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2, 3 ans, je suis allé voir mes amis du MAPAC à Saint-Hyacinthe qui avaient acheté des véhicules hybrides rechargeables mais qui n'ont jamais installé de borne. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, ben, en fait, c'est une équation qui peut pas être divisée, là. Faut effectivement penser non seulement à des cibles, à des objectifs, mais penser au développement du réseau de bornes en conséquence. Et là aussi, le PEV a fixé des objectifs très précis. Si on parle, par exemple, automobile, fourgonnette, mini, fourgonnette et VUV, VUS, c'est-à-dire on veut être à 100 d'ici 2030 de la flotte gouvernementale. Donc, on veut OK. qu'il y ait un exemple donné à ce niveau-là. Et on parle de 25 de ces camions plus gros, Camion lourd. effectivement. Donc, 2025-2030, c'est quand même des échéanciers qui arrivent assez rapidement. Et à Glasgow, tout à l'heure, je parlais du 5 milliards là, pour les autobus Mhm. municipaux à l'annonce du premier ministre, mais le premier ministre avait aussi pris un autre engagement, donc 100 tout à l'heure, je disais 25 là, pour les camionnettes et camions plus gros d'ici 2030, mais l'ajout à Glasgow a été dit ce sera 100 pour 2040. Donc, c'est dorénavant une cible qui a été intégrée dans nos calculs de réduction de GES et c'est des engagements fermes là, qui ont été pris de notre côté. OK. Avant-dernière question, êtes-vous favorable à l'électrification des stationnements du gouvernement pour offrir des options de recharge pour les employés et les parcs gouvernementaux? Oui, définitivement. Le PMO 22-27 là, a déjà des cibles au niveau de cette progression du parc de recharge. Un petit peu comme je le mentionnais tout à l'heure, déjà des offres ont été faites aux municipalités pour cibler des terrains gouvernementaux qui pourraient être mises à la disposition du public. Donc, c'est oui à la question précédente, c'est oui à celle-ci aussi. Et il y a déjà des offres de fait. Et moi, ce qui m'encourage, c'est le cas pour les édifices gouvernementaux, mais c'est le cas pour de plus en plus d'employeurs importants aussi. Mhm. On est en campagne électorale. J'étais dans les studios de Radio-Canada. J'ai eu à y aller à quelques reprises ces derniers jours. Puis bon, c'est une nouvelle tour, hein, Montréal, Ouais. Radio-Canada. Puis en rentrant par le stationnement, j'ai vu qu'il y avait une section complète là, du stationnement qui était réservée et dotée de bornes de recharge. Et ça va devenir un réflexe pour les Mhm. employeurs. Ça doit en être un aussi pour le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec est quand même un propriétaire foncier important à travers Ouais. les régions. Donc, si ces espaces-là peuvent être partagés pour rendre disponibles des bornes de recharge, là, on est tous gagnants. Et pas uniquement pour les employés eux-mêmes, mais à partir du moment où Pour les gens qui euh, restent dans la communauté. effectivement, tout à l'heure, on parlait du défi, là, tantôt, stationnement sur rue ou des gens qui n'ont tout simplement pas de borne à la maison, qui n'ont pas la Mhm. possibilité d'en installer. Mais de savoir qu'il y a, par exemple, je donne l'exemple du ministère pas des Transports, mais de l'Environnement, notre direction régionale sur le côté de Sainte-Thérèse, il y a des stationnements qui sont pas tous comblés, qui pourraient être aussi offerts avec borne de recharge aux gens du voisinage là, pour venir s'y brancher lorsque la disponibilité est là.
Dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres politiques, programmes ou idées que vous aimeriez partager avec nous concernant votre soutien à la mobilité électrique? Je n'ai pas de grand scoop à ce moment-ci, étant donné qu'on met à jour notre programmation année après année. Mais j'évoquais là, la stratégie de l'électrification qui est en réflexion, les réflexions au niveau des codes du bâtiment, au niveau également des bâtiments déjà existants, le multilogement. Donc, c'est tous des éléments qui sont en préparation actuellement. Qui vont vraisemblablement faire l'objet d'annonces dans les prochains mois, la prochaine année, dans certains cas. Donc, c'est un dossier. Ce qui est formidable, c'est que c'est un dossier qui n'est pas statique. C'est un dossier qui va Oui, continuer à évoluer effectivement. au gré des technologies, au gré des offres de marché là, qui vont augmenter. Donc, à chaque année, moi, je suis convaincu, en fait, le PMO ne vise pas que l'électrification des transports, bien que ce soit une partie importante, mais je suis convaincu que la mise à jour annuelle à chacune des fois va notamment toucher le domaine de l'électrification des transports parce que les avancées sont intéressantes. Tantôt de la réglementation qui va forcer justement des avancées encore plus rapides. Donc, c'est quelque chose là, qui sera bonifié année après année, mais qui déjà en termes de budget, moi, je regarde sur le près de 8 milliards du PMO 22-27, une très, très grande proportion va à tout ce qui est électrification et dans la gamme étendue de Oui. programmes. Là. Donc, c'est quelque chose qui devrait continuer à croître au cours des prochaines années. Benoît Charette, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous pour pouvoir répondre à nos questions et pouvoir échanger avec nous. Toujours un plaisir, puis on garde contact pour la suite. Et ça, peu importe le résultat de l'élection, moi, c'est toujours quelque chose qui va m'intéresser et je serai toujours intéressé à y travailler. Merci Un gros merci à toi, à ton équipe également, puis on se dit à bientôt tout simplement. et bonne fin de campagne. C'est gentil. Merci bien, bye bye.